Bienvenue dans Art et Escrocs, le podcast qui vous plonge au cœur des plus grandes impostures artistiques. Ici, les faussaires deviennent des virtuoses, les toiles racontent des mensonges et l'histoire de l'art révèle son visage le plus trompeur. Vous le saviez, l'artothèque de la médiathèque d'Arcueil est ouverte à tous et à toutes. Le principe est simple. Vous pouvez emprunter une œuvre d'art, comme on le ferait avec un livre, un DVD ou une revue, pour une durée de 2 mois. Dans le hall d'accueil, une 50aine d'œuvres sont exposées. Des sérigraphies, des gravures, des photographies, réalisées par une 30aine d'artistes au style très différent. Laissez entrer l'art chez vous. Explorez de nouveaux horizons visuels. Et qui sait, peut-être que l'un de ces tableaux vous fera vibrer. Alors pourquoi ne pas venir faire un tour et poser un regard neuf sur ce qui vous entoure? Il s'est fait connaître pour avoir, avec sa femme, passé plus de 30 ans à créer et écouler des faux tableaux de grands maîtres. Leur activité leur a d'ailleurs valu d'être surnommés par la presse les Bonnie and Clyde de l'art. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a réussi un exploit que même les meilleurs artistes n'ont pas tenté, devenir célèbre en signant le nom des autres. Cet homme, c'est Wolfgang Meltraki, un faussaire allemand capable de peindre des œuvres qui auraient pu exister plutôt que de copier un tableau déjà connu. Des tableaux attribuables à des artistes célèbres, mais introuvables. Épisode 3, les toiles interdites de Wolfgang Beltraki. Wolfgang Beltraki naît en 1951 en Allemagne, dans une famille modeste. Son père est restaurateur d'art, un artisan rigoureux qui lui transmet très tôt l'amour du geste parfait, la patience du détail, la précision du regard. Beltraki apprend très jeune à copier avant même d'apprendre à créer. Son père le met au défi de reproduire une œuvre de Picasso. Le jeune peintre révéla rapidement l'étendue de son talent. Il parvint à reproduire Picasso avec une telle précision que son père en resta bouche bée. Chez lui, imiter n'est pas une faute, c'est un jeu, une formation, une promesse. À 17 ans, il quitte l'école, voyage à travers l'Europe, fréquente les milieux hippies et artistes. On raconte qu'à cette époque, il reproduit déjà quelques tableaux pour gagner sa vie. Rien d'illégal encore, juste des copies vendues comme des copies. Mais un talent comme le sien ne pouvait pas longtemps se contenter de rester dans l'ombre des musées. Beaucoup de faussaires se font prendre parce qu'ils imitent trop, parce qu'ils reproduisent une œuvre existante, parce qu'il suffit de comparer. Beltraki, lui, a une autre idée. Il comble les trous. Il peint ce que personne n'a jamais vu, ce que l'artiste aurait pu peindre. Une stratégie géniale et terriblement efficace. Des pièces manquantes dans la carrière de Max Ernst, Fernand Léger, Henrik Campendonck ou encore Kees van Dongen. Résultat, impossible de contredire ce qui n'a jamais existé. Pour crédibiliser leur faux, Wolfgang et sa femme Hélène montent une véritable société fantôme. De fausses collections issues de familles allemandes, un passé familial reconstitué, des archives photographiques vieillies artificiellement. La mise en scène est digne d'un film d'espionnage. Dans une photo devenue célèbre, Hélène pose devant l'un des faux tableaux en prétendant être sa propre grand-mère en 1914. Conclusion, les experts ne remarquent rien du tout. Les œuvres sont ensuite vendues à des galeristes renommés, à des maisons prestigieuses. Certains tableaux ont même été présentés au Met de New York ainsi qu'à la Fondation Might. Le journaliste et homme de presse Daniel Philippaki compte parmi les victimes. Il a déboursé 7 millions d'euros pour La Forêt, qu'il pensait être une œuvre authentique de Max Ernst. On estime que Beltraki et son réseau ont écoulé plus de 300 faux, pour un total de plus de 40 millions d'euros.
Le marché de l'art vit dans l'illusion, et personne ne se doute de rien. L'erreur qui mettra fin à 40 ans de tromperie? Un simple pigment. En 2008, un laboratoire identifie dans une œuvre attribuée à Henri Coppendong du blanc de titane, un pigment créé après la mort de l'artiste. Inconcevable. Le château de cartes s'écroule. En 2010, la police arrête Beltraki et lui demande « Combien d'œuvres avez-vous peintes ?» Il sourit. « Je ne m'en souviens plus. Beaucoup trop. » En 2011, il est condamné à 6 ans de prison. Sa femme à 4. Mais ils n'en feront qu'une partie. L'ironie du sort, une fois découvert, Beltraki devient une vedette. Il expose désormais sous son propre nom, bien que certaines galeries refusent encore de travailler avec lui. D'autres, au contraire, se disputent ses œuvres. Il est invité dans des documentaires, des émissions, des débats sur l'authenticité en art. Et les acheteurs? Ils se battent pour acquérir un vrai Beltraki. Certains de ces anciens faux, d'ailleurs, se vendent aujourd'hui encore, mais en tant que Beltraki, justement. L'identité de l'artiste a changé, mais la valeur demeure. Alors, qui est Wolfgang Beltraki? Un génie du pinceau? Un escroc? Un miroir tendu au marché de l'art, trop obsédé par les signatures pour regarder les œuvres? Beltraki, lui, affirme « Je n'ai jamais voulu tromper le public. J'ai voulu montrer que je pouvais peindre comme les maîtres. Le reste, c'est le marché qui l'a fait. » Peut-être, ou peut-être pas. Une chose est sûre, tant que l'art aura une valeur, alors les faussaires auront un talent. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode d'Art et Escrocs, votre rendez-vous dédié au récit où l'art rencontre la fraude, la créativité et parfois le mensonge. Restez avec nous. Un prochain épisode arrive très vite, rempli de nouvelles enquêtes et révélations.